Bonsoir à tous et merci de votre présence. Donc, je vais commencer par remercier Nathalie et puis toute l'équipe de Planète Conf pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. C'est la première fois moi que je viens sur le campus. Je vais me présenter un petit peu d'abord. Donc voilà, je suis Sylvain Guyot, je suis chercheur à l'INRA dans un laboratoire qui a une vraie histoire autour de la pomme. Une histoire, vous imaginez pas, notre laboratoire, son histoire remonte au début du XXe siècle, 1906. C'est à cette date-là qu'a été créé vraiment le laboratoire dans lequel je travaille actuellement. Alors, pas physiquement. Au départ, c'était la station de pomologie de Caen, donc située à Caen. Évidemment, il y a eu la guerre qui est arrivée. Et la station a été déplacée sur Rennes. Elle a été pendant un certain temps sur le centre près de l'école d'agriculture à Rennes. Et là, on associait à la fois les recherches sur la pomme à celles sur le lait. Donc c'était une station de pomologie et de technologie laitière. C'était assez étonnant. Et puis dans les années 60, cette station, elle est venue il y a eu des bâtiments qui ont été construits, des bâtiments de recherche sur le site du Reux, la commune du Reux, je ne sais pas si certains... C'est à peu près à 10 km de Rennes, fin des années 60. Et donc c'est aujourd'hui dans ces bâtiments-là que nous travaillons. Et à l'époque, le laboratoire s'appelait Station de recherche cidricole, donc c'était plus station de pomologie. Lorsqu'on est arrivé sur l'Heureux, station de recherche cidricole. Et depuis 2012, maintenant, en fait, c'était un peu des questions un petit peu de restructuration à l'INRA. Et maintenant, on est une équipe de recherche qui appartient à une grosse unité à Nantes, l'unité BIA. Mais donc, on est une équipe de recherche et malheureusement, quelque part dans le nom de notre équipe, on entend... C'est très fort, là, non? Je ne sais pas. Ouais. C'est très fort, hein, ouais. Parce qu'on m'a dit... D'accord. Parce que sinon, je recule plutôt le... Là, c'est mieux, là? Bah oui, parce que là, j'ai l'impression que... Oui. D'accord. Parce qu'on m'a dit sur le menton, mais bon, j'ai l'impression que sur le menton, c'est un peu trop fort. Donc voilà, comme ça va être un petit peu mieux maintenant. Voilà, donc... Non, mais là, c'est peut-être bien, là, maintenant, non, ça va? Oui. Je suis désolé. Hein? Oui, bah c'est bien comme ça. Ok, donc désolé pour... au moins, c'est pour vous réveiller pleinement là, en début de conférence. Voilà, donc vous avez pu voir que maintenant, le nom de l'équipe, ça s'appelle Polyphénol Réactivité Procédée. On ne voit plus le mot pomme, mais quelque part, notre objet d'étude, ça reste toujours le cidre et la pomme et la transformation de la pomme en général. Et pourquoi polyphénol? On va le voir. Hein. C'est parce que dans la pomme, vous savez qu'il y a des composés, pas mal de sucre, il y a de l'eau, mais il y a aussi ces fameux composés-là, et donc c'est un peu de ça dont je vais parler aujourd'hui. Alors, avant de rentrer un peu dans le détail de la composition du fruit, de sa diversité, juste revenir quelques mots sur l'origine de la pomme. Je ne vais pas m'attarder puisque j'ai compris qu'il y avait des conférences qui allaient parler de ça, mais il faut savoir quand même que la pomme, c'est un fruit très ancien. On estime que la pomme est apparue sur Terre il y a environ à peu près 60 millions d'années. Et le lieu d'apparition serait au nord-est de la Chine, donc à l'ouest du Kazakhstan, dans cette région-là, où... on trouve encore de nos jours des forêts de pommiers sauvages, qui sont des arbres très grands, de plusieurs dizaines de mètres, parfois plus de 30 mètres. Alors moi, j'ai jamais vu ça, mais j'ai un collègue de l'INRA d'Angers qui est allé visiter ces forêts. Il paraît que c'est assez phénoménal. Et on y trouve une grande diversité de fruits. Voilà. Alors, moi, je travaille plus sur la partie transformation de la pomme, pas tellement sur la partie sélection variétale, donc c'est plutôt mes collègues de l'INRA d'Angers qui travaillent là-dessus. Alors, plus quelques chiffres d'actualité maintenant sur la production de la pomme. Vous savez que la pomme, c'est quand même, avec l'orange, avec les citrus et la banane, c'est parmi les 3 fruits les plus produits au monde.
Et en particulier, on considère qu'actuellement, il y a à peu près 80 millions de tonnes qui sont produites par an. Et ce que vous pouvez constater, c'est que, en fait, c'est beaucoup maintenant en Chine que sont produits des pommes. Il y a à peu près les 2/3 de la production mondiale, c'est en Chine, hein, c'est assez impressionnant. Et ça ne cesse de croître. Malheureusement, si on doit parler de biodiversité, en Chine, c'est quasiment une seule variété de pommes qui est produite, c'est la pomme Fuji. Donc, ce n'est pas tellement un exemple de biodiversité, hein. Donc, voilà. Après, en France, on produit environ 2 millions de tonnes, ça dépend, parfois ça varie d'une année sur l'autre. Vous savez que le pommier est un arbre qui alterne. Une année, ça peut rapporter beaucoup de pommes, mais l'année d'après, ça ne va pas rapporter beaucoup. Et donc, on considère qu'il y a à peu près 2 millions de tonnes produites par an. Et parmi ces 2 millions de tonnes, il y a environ 250 000 tonnes de pommes à jus et à cidre. On va beaucoup parler de ça ce soir, parce que c'est des pommes qui m'intéressent particulièrement. On fabrique en France à peu près 1 million d'hectolitres de cidre, essentiellement évidemment en Bretagne et en Normandie. Et il faut savoir qu'il y a d'autres pays dans le monde qui fabriquent du cidre, hein, notamment l'Espagne, même le Brésil, voilà, où l'Angleterre continue à fabriquer du cidre aussi. La consommation par an, elle n'est pas très élevée, malheureusement elle est un petit peu en baisse lorsqu'on parle du cidre, environ 2 litres par habitant et par an. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que la consommation de jus de pomme, elle, a tendance à croître, hein. Voilà. Alors, derrière cette famille, cette espèce végétale, le pommier, il faut savoir qu'il y a un très très grand nombre de variétés. On considère qu'il y a plus de 10 000 variétés qui existent au monde. Et si on prend simplement les pommes à cidre, en France, déjà, on considère qu'il y a plus de 1000 variétés de pommes à cidre. Le chiffre est très difficile à valider parce que vous savez que vous pouvez avoir 2 variétés de pommes à cidre qui, à quelques dizaines de kilomètres d'intervalle, vont avoir un nom qui est un peu différent, mais au final, c'est la même variété qui est produite et le nom s'est un petit peu perdu d'une commune à l'autre, ou c'est modifié d'une commune à l'autre, et donc on va retrouver comme ça les mêmes variétés avec des noms un petit peu différents. Mais donc voilà, après, ce qui est intéressant de noter, même simplement sur cette photo-là, qui vient de nos collègues de l'INRA d'Angers, vous voyez qu'en termes de forme, de taille, de couleur, de saveur, évidemment, bon, là, évidemment, on ne peut pas les goûter, mais on peut déjà avoir une idée de la forme et de la taille et des couleurs. On a une très grande biodiversité. Alors malheureusement, ce qu'on constate quand même, c'est que finalement, dans nos supermarchés, cette biodiversité, elle n'apparaît pas tant que ça, parce que finalement, on se retrouve le plus souvent avec 4, 5, maximum 10 variétés différentes de pommes de table, et alors qu'on a une possibilité énorme, l'INRA n'est pas complètement est un peu responsable de ça, dans le sens où il a fallu faire face à un programme de sélection de pommes, c'est très long. Ça prend 25 ans pour sortir une nouvelle variété de pommes. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que souvent, il y a un petit décalage entre le moment où on enclenche un programme de sélection de pommes et le moment où la pomme est prête à être mise sur le marché. Parfois, les demandes sont différentes. Et il y a 30 ans, les demandes, elles étaient de produire des grandes quantités de pommes pour satisfaire plus la population. Il y avait un besoin de rendement important. Aujourd'hui, on se rend bien compte que les gens, ce qu'ils veulent d'abord, c'est de la qualité et de la diversité, en tout cas, tout en ayant, après, tout en respectant des questions économiques de rendement. Donc, comme il fallait répondre à ces questions de rendement, les pommes ont été sélectionnées sur des critères adaptés à la grande distribution, c'est-à-dire une pomme qui soit bien ferme pour qu'elle puisse être transportée, une pomme qui ne brunit pas lorsqu'elle est choquée ou lorsqu'elle est transportée, et une pomme aussi qui puisse être stockée en chambre froide ou des choses comme ça. Donc ça a un petit peu limité les critères de sélection. Et le goût a été beaucoup axé sur des saveurs primaires que sont le sucre et l'acidité, un équilibre entre le sucre et l'acidité. Et en fait, on n'est pas tellement allé plus loin que ça pour sélectionner les pommes en matière gustative.
Bon, tout ça pour dire que finalement, c'est vrai que si on regarde une pomme c'est quand même 80-85% d'eau. Hein, et oui, donc c'est essentiellement de l'eau, donc on a tendance à l'oublier. Et en plus, le reste, c'est pratiquement que du sucre. Alors c'est pour ça que finalement, les jus de pommes qu'on trouve souvent les jus de pommes qu'on va trouver dans nos supermarchés, on a souvent l'impression que c'est un peu juste de l'eau sucrée, avec très peu d'arômes, très peu de goût. Et ce qui va m'intéresser dans mon travail, ça va être de travailler sur le reste. Là. Donc finalement, c'est sur quoi? J'ai travaillé sur 10% de la matière de la pomme, et en particulier, encore moins que ça, sur une famille de composés que sont les polyphénols. Parce que la pomme, en fait, c'est de l'eau, du sucre. En effet, il y a des fibres, des pectines, vous le savez, ça. Les pectines, c'est ce qui, par exemple, va servir à faire la confiture, à gélifier les confitures. Des acides organiques, alors c'est l'acide malique, vous savez que le nom latin de la pomme c'est malus, donc l'acide organique, ce qui va donner la saveur acidulée aux pommes, c'est l'acide malique. Et puis la pomme est aussi un fruit qui est riche en minéraux, notamment en potassium. Le potassium c'est important pour la santé aussi, notamment pour tout ce qui est échange cellulaire, enfin fonctionnement de la cellule, le potassium est un élément très important. Et donc, ces fameux phyto-micronutriments dont vous avez peut-être entendu parler, et dont je vais vous parler un peu pas mal ce soir, ce sont les fameux polyphénols. Donc tout ça, ces micronutriments, finalement, ne représentent que quelques pourcents, mais ces quelques pourcents vont faire la différence. Et une des premières différences, ça va être la différence, par exemple, entre pommes de table, pommes à dessert, ou pomme à jus et pomme à cidre. Et en effet, par exemple, les pommes de table sont des pommes qui sont plutôt appauvries en polyphénol. Donc je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure. Lorsqu'il a fallu sélectionner des pommes de table, on l'a fait peut-être de manière sans trop le savoir, mais on a travaillé sur il y a eu des programmes de sélection qui ont, même sans le vouloir, éliminer un petit peu une bonne partie des polyphénols de la pomme, tout simplement parce que ces polyphénols, ils sont malheureusement, on verra que c'est pas si malheureux que ça, ils sont impliqués dans des saveurs que sont l'amertume et l'astringence, on y reviendra, notamment l'amertume. Et c'est pour ça que depuis très longtemps, par exemple, lorsqu'on veut faire du cidre, par contre, donc là, c'est-à-dire des pommes destinées à la transformation, à la fabrication de cidre, là, on sait au contraire qu'on a besoin. On a vraiment besoin de ces polyphénols parce qu'on a besoin d'amertume, on a besoin d'astringence. Et un des premiers qui avait couché ça sur le papier, c'était Julien Le Pommier. Comme son nom, il portait bien son nom celui-là, Julien Le Pommier. Médecin du roi, qui avait écrit un ouvrage qui s'appelle « Le traité du vin et du cidre ». 1589. Cet ouvrage-là, c'est pour vous dire, notre laboratoire, il est vieux, donc dans notre vieille bibliothèque, on a, alors on n'a pas l'ouvrage original, mais on a une traduction du 19e siècle de cet ouvrage-là, de Julien Le Pommier, et c'est une photocopie de cet ouvrage que j'ai fait. Vous pouvez lire ceci. D'autre part, qui veut avoir bon cidre? Alors le F, c'est parce que vous savez, ça correspond au S actuel. Le doit faire de pommes douces ou amères, parce que les sûrs ne le peuvent faire que vert et cru. Alors ça veut dire quoi? C'est un peu compliqué ça. Alors des pommes douces ou amères, on comprend. Les sûrs, c'est les pommes acides, les pommes aigres, vont faire un cidre justement cru et vert, quoi. Donc en fait, pour faire un bon cidre, il faut des pommes douces et des pommes amères. Et j'insiste sur le caractère amer parce qu'en fait, on le sait maintenant, en effet, qu'il faut vraiment des pommes amères pour faire des bons cidres. Et après, il y a eu des travaux qui ont été menés par aussi des chercheurs justement de notre unité en 1949. Donc là, le laboratoire venait juste d'être déménagé à Rennes après la guerre. Et donc, il y a eu des travaux pour classifier les pommes à cidre en différentes catégories. On a eu les pommes amères, qui sont, vous le voyez, les plus riches en tanins. On parlait de tanins. Alors, le terme tanin, ici,
il faut, voilà, ça représente, moi, ce que j'appelle maintenant tous les polyphénols. On va y revenir après parce que c'est important. Voilà, tanin, c'est polyphénol. Mais pour moi, on le verra après, les polyphénols, ce ne sont pas que les tanins. Et donc, on a des pommes amères qui vont être très riches en... J'ai du mal à... qui vont être très riches en polyphénol, des pommes douces amères un peu moins riches, et des pommes douces qui contiennent moins de polyphénol. Voilà. Et après, l'autre axe de classification, c'est l'acidité. Donc on va avoir des pommes qui... Là, on a des pommes qui sont plutôt pauvres en polyphénol, acidulées, ou alors, lorsqu'il y a beaucoup d'acide malique dans la pomme, on va avoir des pommes dites aigres. Voilà. Alors on a travaillé sur de nombreuses variétés de pommes depuis le temps, il n'y a pas que moi, bien avant moi, où il y a eu des dosages de polyphénol totaux comme ça qui ont été faits dans les mous. Et ça, chaque point correspond à une variété. Donc vous voyez en effet qu'on classifie bien les pommes sur ces deux axes. Chaque point, c'est une variété de pommes. Et on classifie bien les pommes sur ces catégories, amères, douces amères. Et les pommes vraiment très amères se retrouvent ici. Mais vous voyez qu'on est plutôt... voilà, les pommes très amères, très riches en polyphénol vont plutôt être là. Voilà. Je suis très bavard, donc... oui. Alors voilà, ça c'est de la chimie, ça va vous faire peur, ces histoires de molécules. Hein, je vais pas, mais rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans les détails. Retenez peut-être les couleurs plutôt, mais ça c'est pour vous montrer que ces fameux polyphénols, ce ne sont pas que des tanins, il existe plusieurs catégories de polyphénols dans la pomme. Et voilà, donc on a par exemple les catéchines, les acides chlorogéniques, les tanins, les vrais tanins, c'est ceux-là. Voilà. Des dihydrochalcones, des flavonols, des anthocyanes, donc autant de noms barbares hein, que je ne vous demanderai pas de retenir. Mais peut-être que vous en connaissez certains, parce que si vous êtes par exemple consommateur de thé, vous connaissez peut-être les catéchines. Les catéchines, c'est des composés qui sont très concentrés dans la feuille de thé et donc dans l'infusion de thé. Il n'y a pratiquement que ça en matière de polyphénol du thé, ce sont quasiment que des catéchines. Et c'est ce qui va, après oxydation aussi, donner la couleur noire du thé. Et lorsque ce n'est pas oxydé, on va avoir une couleur du thé vert, on va avoir le thé vert qui n'est pas oxydé. Les acides chlorogéniques, il y en a plein le café, il y en a plein la chicorée, il y en a plein l'artichaut. Donc c'est une autre catégorie de polyphénol. Et on en trouve aussi beaucoup dans la pomme. Et ces composés-là, ils sont importants parce que, on le verra après, c'est eux qui vont vraiment rentrer dans des mécanismes d'oxydation qui vont apporter la couleur. Ouais. Mais sachant qu'on verra que tous les composés phénoliques sont impliqués dans la couleur. Les tanins, alors les tanins, le terme tanin, c'est un terme que vous connaissez bien, les tanins du vin. Si vous regardez un peu les motifs des structures, vous voyez que finalement ça ressemble un peu aux catéchines, c'est un peu la même chose. Sauf que c'est polymérisé. Voilà, on parle de polymères de catéchine. Et eux, ces tanins, le terme tanin correspond à une propriété bien particulière. Vous savez, les tanins, ça veut dire quoi? Un tanin, au départ, c'est parce qu'on est capable de tanner la peau pour faire le cuir. Donc ça veut dire que c'est des molécules phénoliques qui ont la propriété de tanner le cuir et de rendre le cuir imputrescible. Donc le cuir, avant d'être tanné, c'est la peau, c'est le collagène. Le collagène, c'est une protéine. Donc les tanins, c'est des molécules qui sont capables de former des agrégats avec les protéines pour rendre ce collagène imputrescible. Voilà, au départ, le terme tanin, c'est ça. Les tanins du vin, c'est la même chose. Les tanins du cidre, c'est la même chose. On verra que c'est aussi parce qu'ils ont des propriétés d'interagir avec les protéines, mais pas les mêmes. Les anthocyanes, vous les connaissez peut-être aussi. Si vous êtes consommateur de vin rouge, ce qui donne la couleur du vin rouge, c'est les anthocyanes. Donc voilà. Alors dans la pomme, il y en a beaucoup moins. Là, vous voyez qu'il y a du rouge un peu dans la pomme. Par contre, c'est que dans la peau. Et en fait, c'est vraiment très très peu. Les anthocyanes, si on compare avec le raisin, c'est vraiment très très peu. Les flavonols, c'est une catégorie qui va donner la couleur jaune, là, cette fois la couleur jaune de la peau. Voilà. Et les dihydrochalcones, alors là encore un nom barbare. Je pense juste un petit mot sur cette famille-là, parce qu'on y reviendra après. C'est vraiment une catégorie qui est intéressante parce que je vous disais que ces polyphénols, on les trouve dans le cacao, dans le café, dans la chicorée, dans la laitue, dans pratiquement tous les végétaux. Eh bien, cette famille-là, elle est spécifique de la pomme.
Et a priori, elle aurait des propriétés assez intéressantes sur le diabète pour venir empêcher un peu l'absorption du glucose. Donc c'est vraiment une molécule qui a une activité biologique assez intéressante. Les autres aussi, hein, les autres polyphénols aussi, mais moi je ne suis pas médecin, donc vous attendez pas aujourd'hui à ce que je vous dise beaucoup de choses sur les propriétés biologiques des polyphénols, mais il y a vraiment plein de choses aussi à apprendre là-dessus. Voilà, je vais peut-être passer rapidement là-dessus. Je vous ai montré 6 catégories de polyphénols, vous voyez, mais après, finalement, ces 6 catégories de polyphénols, au final, si on fait la somme de tout, ça ne représente que 0,3% de la pomme. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des phytomicronutriments. C'est quand même des molécules qui ne représentent qu'une petite partie de la pomme, phytomicronutriments, 0,3% de la pomme. C'est pas énorme, mais c'est ce qui va faire toute la différence entre les variétés à cidre et avec aussi un impact très important sur les goûts et sur les couleurs. Voilà, donc là, c'est juste pour vous montrer que les tanins sont quand même les polyphénols les plus importants parmi ces 0,3%. Les catéchines, les acides chlorogéniques. Alors, je n'ai pas dit, mais ces catégories-là, c'est des molécules totalement incolores. Hein. Donc, on va les trouver à l'intérieur du fruit, réparties dans tout le fruit, ces composés-là. Alors que les 2 familles, anthocyanes et flavonols, sont spécifiquement dans la peau. Hein. Voilà. Ça, c'est un travail qu'on a fait pour vous montrer la biodiversité. Alors, c'est de l'analyse de composés phénoliques, de l'analyse de polyphénols. Donc, on parle de chémotypage dans ce cas-là, c'est-à-dire c'est de la chimie, de l'analyse chimique ou biochimique de la composition des fruits, mais qui montre la biodiversité. Hein, la biodiversité, vous la voyez, je l'ai montré une photo, on voyait des formes, on voyait des couleurs, on voyait des tailles. Eh bien, là, vous voyez une biodiversité chimique basée sur les polyphénols présents dans la pomme. Alors, voilà, ici, plus on va vers la droite et plus on a une concentration importante de polyphénols. Et puis, les couleurs vont vous permettre de voir les différentes familles. Donc, avec les couleurs, j'ai essayé de garder les codes. Donc, voilà, les tanins en rouge. Vous voyez que les tanins, quand même, quelles que soient les variétés, sont toujours dominants. Et par contre, ce qui est intéressant de noter ici, c'est la grosse différence entre pommes de table et pommes à cidre. Hein. Donc, voilà des variétés connues, Gala, Golden. Vous voyez vraiment, même la pomme à cidre, qui est une des plus faibles en composés phénoliques, petit jaune ici, elle a quand même presque 2 fois plus de polyphénol qu'une pomme de table. Donc 2 fois plus de ces phytomicronutriments. Après, ce qui est intéressant de noter, c'est que parfois vous avez des variétés qui se ressemblent beaucoup en quantité totale de polyphénol. Par exemple, si je prends Avrol, ici, 12 semaines. Alors, je ne sais pas si les noms vous parlent un petit peu, là, mais ça, c'est quelques variétés. Si vous êtes un peu soit consommateur de cidre ou que vous fabricant de cidre et tout ça, ou pourquoi pas cultivateur, enfin, producteur de pommes, peut-être vous connaissez ces variétés. Ça, c'est des variétés assez courantes qu'on trouve en Bretagne. Hein, voilà. Alors, je sais qu'il y a une variété qui manque ici, hein, pour les gens d'ici, c'est la variété Guivic, hein, que vous connaissez peut-être. Le cidre Guivic, c'est quand même un cidre du coin. Alors, c'est une variété Guivic, alors malheureusement, elle serait plutôt un peu comme Avrol ici. Voilà. C'est-à-dire une pomme quand même qui contient beaucoup de polyphénol. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on peut avoir 2 variétés très proches en matière de polyphénol totaux. Et par contre, on va avoir des grosses différences. Vous voyez que les proportions des couleurs sont très différentes. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une même quantité de polyphénol totaux, mais avec des différences de concentration de chacune des classes dont je vous ai parlé. Alors ça, c'est important que vous reteniez ça parce que derrière, chaque classe de polyphénol a des propriétés propres. Hein. Je vous ai parlé de la florizine avec le diabète, avec le transport du glucose, les tanins avec leurs propriétés avec les protéines. Voilà, donc c'est très important par rapport aux propriétés. Alors, on a des pommes et on en fait des produits. Des produits, alors nous, ex-station de recherche cidricole, on a beaucoup travaillé sur le cidre, et pas que, mais sur les produits de la pomme, les produits de transformation, et plutôt les produits liquides. Je voyais monsieur qui s'intéressait au lambic, voilà, c'est un liquide qui est plutôt intéressant. Et alors, moi, j'ai jamais travaillé sur le lambic. Malheureusement, je vous arrête tout de suite, monsieur, parce que le lambic, c'est probablement une des boissons cidricoles qui a le moins de polyphénol. Donc, parce que, en fait, le lambic, ça résulte d'une distillation.
Donc on va évaporer les alcools du cidre en fait, et ensuite on va les recondenser et récupérer l'alcool avec les molécules volatiles, c'est-à-dire celles qu'on a réussi à volatiliser avec l'ébullition. Malheureusement, les polyphénols, c'est des molécules qui restent vraiment dans la phase liquide, qui ne sont pas évaporées avec l'alcool, et donc ça va rester dans le résidu après distillation. Donc il y a très peu de polyphénols dans le lambic. Par contre, il y en a beaucoup dans le cidre. Voilà. Alors voilà, là c'est quelques exemples pour vous montrer. Les pommes, elles peuvent être triées. Ça, c'est une presse à bande qui permet de presser les pommes. Ici, on a un broyeur à pommes. Enfin, évidemment, il y a énormément de matériel disponible, plus ou moins artisanaux, plus ou moins industriels, pour transformer la pomme. Des cuves ici qui peuvent être très grandes pour stocker les jus de pommes et faire les fermentations. Ici, on a une centrifugeuse qui permet de clarifier le jus de pomme, parce qu'un jus de pomme qui vient d'être pressé, c'est ce qu'on appelle un mou, ça contient plein de particules, donc il va falloir le clarifier. Avant de le centrifuger, on a déjà des clarifications qui se font naturellement, ce qu'on appelle la clarification haute, hein, c'est-à-dire on a les particules qui remontent en haute cuve, et on peut soutirer le jus pour avoir déjà un jus qui est bien clarifié, mais si on veut vraiment avoir quelque chose de bien clair, on va faire une centrifugation. Voilà, ça c'est des équipements qu'on a dans notre laboratoire pour pouvoir faire c'est des fermenteurs de 100 litres. Ça peut permettre de comparer plusieurs modalités. On va par exemple fermenter plusieurs variétés différentes pour voir l'impact de la variété pour voir plus précisément l'impact de la fermentation sur telle ou telle variété. Ça, ce sont des filtres qui permettent un peu comme des centrifugeuses de filtrer les jus. Voilà. Donc au final, le cidre ou les produits cidricoles, ça va être l'assemblage, on va dire le couplage ou le croisement entre une ressource végétale dont j'ai essayé de vous montrer un petit peu la biodiversité de la composition déjà, et des technologies et évidemment un savoir-faire, le savoir-faire du cidrier. Et puis c'est ce qui va pouvoir être produit, des jus de pommes, des cidres, des pommeaux. En effet, des eaux de vie de cidre, ou des lambics, ou calvados, hein, pour d'autres cas. Et les poirées aussi. Alors les poirées, c'est un peu particulier, puisque les poirées, vous savez, ils sont fabriqués à partir de variétés de poires très riches également en polyphénol. C'est des poires qui ne sont pas consommables en tant que fruits de table. Hein. C'est des poires qui sont très amères, astringentes aussi, et qui vont être utilisées spécifiquement pour faire le poiré. Voilà, donc ces 0,3% de polyphénol, ça peut paraître peu, mais finalement, c'est ce qui va être à la base de toute la valeur ajoutée du fruit, de la pomme, et notamment sur des critères organoleptiques, comme on dit, qui vont être fondamentaux, comme la couleur et la saveur. Et puis, également sur des critères nutritionnels. Les polyphénols, vous les connaissez peut-être aussi pour leurs propriétés antioxydantes. Voilà, ce sont des composés qui vont jouer un rôle important pour la qualité nutritionnelle des produits. Alors moi, maintenant, je vais vous montrer quelques exemples sur ces trois aspects-là, sur la couleur, la saveur et la qualité nutritionnelle. Donc la couleur, on a beaucoup travaillé sur la couleur ces dernières années parce que finalement, on se rend compte que la couleur, c'est très important pour un produit. C'est quelque chose que on se pose même plus la question pour un vin, mais c'est le premier critère de choix pour un vin. Avant de choisir un vin, on va déjà savoir si on prend du rouge, du rosé ou du blanc. Une bière, c'est presque la même chose. Il y en a qui vont peut-être mettre en avant, je vais prendre une bière allemande, une bière belge. Voilà, mais il y en a d'autres qui vont dire moi je vais plutôt prendre une bière blonde, une bière brune ou une bière ambrée. Hein. Donc voilà, donc la couleur c'est vraiment un critère important. Pour les cidres, c'est un critère qui a quand même été beaucoup moins identifié. Donc on a trouvé que c'était important de travailler sur la couleur des cidres et on a pu comme ça constituer un nuancier de couleurs qui permet un peu de couvrir un peu tout l'espace couleur que l'on peut trouver dans les cidres de nos régions. Mais la question de cette couleur, voilà, c'est d'où vient-elle en fait? Parce que évidemment, la couleur, elle ne vient pas de la couleur que l'on a sur la peau. Hein, ça, vous imaginez bien que la couleur qu'on a dans un jus de pomme ou dans un cidre,
c'est pas la couleur de la peau qui diffuserait dans le produit, c'est vraiment un phénomène un peu particulier qui est l'oxydation. Et en fait, ça va être l'oxydation enzymatique des composés phénoliques. Donc ça, je vais essayer de vous expliquer un petit peu cette question-là, parce que c'est quelque chose que peut-être vous pensez connaître, mais peut-être pas non plus. Donc voilà, il faut imaginer que dans le fruit, on va avoir trois acteurs principaux qui vont rentrer dans ce phénomène de la couleur. On peut imaginer ça un peu comme un film. Il y a des acteurs principaux, il y a des acteurs secondaires. Et les trois acteurs principaux, ça va être en effet les polyphénols, dans un premier temps, qui sont au départ totalement incolores, et l'oxygène de l'air qui va permettre l'oxydation des polyphénols. Mais ça ne suffit pas. Pour qu'il y ait véritablement apparition d'une couleur, il faut qu'il y ait également implication d'une enzyme qui s'appelle, en l'occurrence ici, qui est présente dans la pomme et qui s'appelle la polyphénoloxydase. Alors je ne sais pas si tout le monde parmi vous sait ce que c'est qu'une enzyme, mais une enzyme, en fait, c'est une protéine que l'on trouve très répandue dans les végétaux, et une protéine un peu particulière parce qu'elle est capable d'accélérer une réaction chimique. Donc c'est présent dans bon nombre de végétaux, d'animaux, et c'est capable d'accélérer une réaction chimique. Donc voilà, dans le cas de l'oxydation et de la couleur des jus de pommes et des cidres, l'enzyme en question qui va être impliquée, elle s'appelle la polyphénol oxydase, on l'appelle également la PPO. Alors, là je vous montre une pomme qu'on a coupée sur la tranche. Au départ, elle est totalement incolore. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on veut comprendre un petit peu la structure de cette pomme, voilà, on va zoomer un peu sur c'est ce que j'ai essayé de montrer là. On va zoomer sur les tissus de la pomme. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait un assemblage de cellules végétales. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a des cellules. La pomme est constituée de plusieurs cellules collées les unes aux autres, mais il y a également des trous. Et en fait, dans ces trous, il y a de l'air. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément quand on voit une pomme, c'est que finalement, il y a à peu près 15 à 20% du volume de la pomme qui contient de l'air, en fait. Donc voilà. Et si on fait encore avec un microscope un zoom un peu plus fort sur ces tissus de la pomme, qu'est-ce qu'on voit? On voit une cellule en gros plan. Alors une cellule végétale, dans le cas d'un fruit pulpeux, comme la pomme, comme l'orange, comme la prune, tout ce qu'on appelle les fruits gorgés de sucre et de jus, eh bien les cellules sont, elles sont délimitées par une membrane, elles-mêmes impliquées dans ce qu'on appelle la paroi cellulaire. C'est là où il y a la pectine autour de la cellule. Mais l'intérieur de la cellule est constitué essentiellement en volume de ce qu'on appelle une vacuole, et là, c'est là que se trouve le jus. Le jus de pomme, il est là-dedans. Donc lorsqu'ici, le jus de pomme, il est situé dans cette vacuole. Et il est situé, il n'est pas tout seul, le jus de pomme, et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire le sucre, les acides et les polyphénols aussi, les fameux polyphénols dont je vous parle, sont aussi situés dans cette vacuole. Et notre enzyme, elle, qui est importante aussi pour générer l'oxydation, elle n'est pas située dans la vacuole, elle est située dans d'autres petits compartiments à côté de la vacuole, qui sont les plastes. Donc finalement, tant qu'il n'y a pas de rupture de l'intégrité cellulaire, tant qu'on n'a pas abîmé les tissus, eh bien il ne se passe rien, on n'a aucune oxydation. Par contre, dès qu'on va abîmer les tissus de la pomme, et c'est ce qui se passe par exemple si vous laissez tomber le fruit par terre, au bout de quelques temps, vous allez voir apparaître un brunissement, ou bien si vous broyez évidemment la pomme pour en faire du jus, eh bien là vous allez mettre en contact la polyphénoloxydase avec les fameux polyphénols, en présence d'air, puisqu'il y a de l'air dans la pomme, mais il y a également l'air ambiant, et ça va nous faire de l'oxydation. Donc là, par exemple, ça, c'est des choses que vous connaissez. C'est vrai que si vous avez mangé une pomme, vous laissez le trognon sur la table de la cuisine, très vite, ça va brunir, et donc on a ce brunissement qui apparaît, et il peut apparaître de manière plus ou moins intense selon la variété de pommes. Par exemple, sur une variété acidulée, le brunissement, lui, la couleur va apparaître beaucoup plus tardivement que sur une pomme, ici Fréquin rouge, qui est une pomme amère, très riche en polyphénol. Et donc, quand on fait du cidre, du cidre, la première étape, c'est ce qu'on appelle le râpage.
on râpe les fruits en petites cossettes, hein, on parle de cossettes, des petits morceaux de pommes. Eh bien, dès ce stade-là, on a le brunissement qui apparaît. Et lorsqu'on va faire le pressage, on va avoir la couleur qui apparaît. Donc on a fait une rupture, on a détruit les cellules, on a mis en contact les enzymes avec les polyphénols, et on a donc cette oxydation qui démarre et qui donne de la couleur. Voilà, c'est la mise en contact des trois acteurs. Alors, je vous ai montré un petit... nous, ce qu'on fait au laboratoire, on étudie beaucoup ce phénomène-là. Et donc, oui, voilà, normalement, ça doit pouvoir marcher. Voilà, donc au laboratoire, je vais m'arrêter un petit peu, juste pour vous montrer. Ah, non, ça ne marche pas. Bon. D'accord. Bon, on a eu le même problème que tout à l'heure. Là, est-ce que ça marche? Je suis désolé. Là non plus. Eh oui, donc désolé. Je voulais vous montrer ça. C'est un peu embêtant. Donc je crois que... Alors attendez, j'ai un truc. Contrôle P. Non. Donc, en fait, au laboratoire, on s'intéresse à la couleur et ce qui nous intéresse, c'est de voir l'effet des différentes familles de polyphénols que je vous ai présenté tout à l'heure, spécifiquement sur la couleur. Donc, par exemple, là, ce qu'on a fait dans le laboratoire, c'est un petit exemple. On a un témoin qui ne contient pas de polyphénol. On a un autre flacon qui contient le fameux acide chlorogénique, un autre qui contient une catéchine, et puis un autre qui contient le mélange des deux composés de l'acide chlorogénique et la catéchine. Et dans un autre compartiment, on va dire pour l'instant, on a de la polyphénoloxydase, notre fameuse enzyme qu'on a purifiée de la pomme. Et vous allez voir le grand travail du chercheur au laboratoire. Donc voilà, donc la première chose, c'est qu'on va prendre l'enzyme qu'on a conservé dans la glace, parce qu'une enzyme, c'est souvent fragile lorsqu'on l'extrait de sa matière végétale, de la pomme, et on va déposer une toute petite quantité de cette enzyme, de cette polyphénoloxydase, on va la mettre au contact des différents composés phénoliques. Voilà. Donc là, dans le témoin, il n'y a pas de polyphénol, hein, donc normalement, il ne devrait pas se passer grand-chose, mais c'est juste pour avoir un témoin, justement. Hein, c'est toujours comme ça, en science, on fait toujours des témoins. Par contre, quand on met l'acide chlorogénique, on voit que très vite, quand on met la polyphénoloxydase dans l'acide chlorogénique, très vite, on a de la couleur. Quand on le met dans l'épicatéchine, là aussi, on a une couleur qui apparaît. Alors pour l'instant, on a l'impression que c'est un peu pareil partout, mais vous allez voir que très vite, on va observer des couleurs qui vont se démarquer les unes des autres. Alors, je suis désolé, des fois, il y a des reflets, parce qu'il y avait du soleil ce jour-là, et moi, je ne suis pas Luc Besson, donc au niveau de la caméra, je n'étais pas forcément très, très fort. Mais vous allez voir que, voilà, par exemple, si vous allez totalement à droite, le mélange chlorogénique plus épicatéchine prend une couleur qui est plutôt grisâtre au départ. Donc là, vous imaginez, hein, il faut imaginer que c'est une pomme qu'on est en train de broyer, et pour en extraire le jus, c'est un peu ça qu'on fait. Hein, on mélange l'enzyme avec le... Et le jus, là, il y a tout. Il y a les sucres, il y a les acides organiques, il y a tout. Il y a juste des polyphénols différents. Vous voyez les couleurs différentes qui apparaissent. Donc l'acide chlorogénique va plutôt donner une couleur jaune, l'épicatéchine une couleur orangée, et l'acide chlorogénique et le mélange des deux, on va vers des couleurs un peu plus brunes. Voilà. C'est encore plus joli sur mon écran, mais voilà. Je vais avancer un petit peu parce que ce que vous pouvez voir, voilà, j'avance le film. Alors, on était là, j'avance. Vous voyez, ça va changer. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis au bout d'un certain temps,
c'est l'épicatéchine qui va commencer à donner du gris. Et puis finalement, on n'est pas très loin, là, on est à 2 minutes de réaction. Hein. Et finalement, à la fin de la réaction, on va y aller directement, voilà, je suis à la fin de la réaction. Et ce qui se passe, c'est que finalement, c'est bien le mélange acide chlorogénique et épicatéchine qui va donner une couleur qui ressemble quand même un peu plus à celle que l'on a pour un jus de pomme ou pour un cidre. Hein. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire. Alors ce qui est intéressant dans ce genre d'expérience au laboratoire, c'est qu'après on maîtrise tout. C'est-à-dire on peut changer par exemple l'acidité, on peut modifier la quantité d'enzymes, on peut modifier la quantité de polyphénol et on peut étudier tous ces paramètres qui vont permettre de comprendre comment tout ça va jouer sur la couleur qu'on va obtenir. Hein. Voilà. Donc je reviens sur le PowerPoint, normalement. Voilà. Et on continue. Une question qu'on s'est posée, j'ai un petit peu une question qu'on s'est posée, c'est de savoir si on utilisait cette propriété de la pomme à générer de la couleur pour faire des nouveaux colorants alimentaires. Vous savez qu'actuellement, il y a des colorants alimentaires qui sont un petit peu bannis, qui ont vraiment mauvaise réputation, notamment c'est tous les colorants azoïques, qui sont des colorants de synthèse et qui sont susceptibles de générer de l'hyperactivité, par exemple chez les enfants, et parfois il y a même certaines études qui montrent que ça peut générer de l'allergie. Donc on cherche actuellement, les gens cherchent vraiment, les industriels aussi, cherchent à trouver des colorants naturels hein, pour remplacer les colorants de synthèse. Et finalement, en matière de colorants jaunes, très soluble dans l'eau, il n'y a pas beaucoup de solutions. Le colorant de synthèse, c'est la tartrazine. Et après, les colorants jaunes, ça peut être des caroténoïdes, des carotènes ou de la lutéine, mais c'est des colorants qui sont plutôt hydrophobes et donc pas très solubles dans l'eau. Donc on a un petit peu travaillé sur ce mécanisme d'oxydation des polyphénols pour produire un nouveau colorant. Et c'est pour ça que, et là, on n'a pas travaillé sur la catéchine ou l'acide chlorogénique, mais on a travaillé sur un troisième larron qui est la fluorizine. C'est pour ça que je vous en parlais au début, c'est cette fameuse, la fluorizine, c'est un polyphénol qui appartient à cette fameuse catégorie spécifique de la pomme, qui aurait aussi des effets intéressants sur le transport du glucose. Et donc la fluorizine, c'est pareil, au départ c'est une molécule totalement incolore, hein, que l'on va trouver très concentrée dans les pépins de la pomme, même si on en trouve aussi un petit peu dans la pulpe et dans la peau, mais c'est vraiment beaucoup plus concentré dans les pépins. Et du coup, ça va être un composé qu'on va retrouver pas mal dans le marc de pomme. Le marc de pomme, vous connaissez, c'est le résidu de solide que l'on va obtenir une fois qu'on aura pressé la pomme pour récupérer le jus. On a du marc de pomme qui contient donc les pépins et qui va donc être assez riche en fluorizine. Alors, on a oxydé un peu avec la même réaction que j'ai décrit tout à l'heure, l'oxydation enzymatique. On a oxydé la fluorizine spécifiquement. On a d'abord extrait, avant de l'oxyder, on a d'abord extrait la fluorizine du marc de pomme. On l'a ensuite oxydé dans des incubateurs un peu plus... Voilà, on était sur des incubateurs de 100 litres, hein, en présence aussi de polyphénol oxydase de la pomme. Donc, et on est dans l'eau, on est avec la polyphénol oxydase de la pomme. Il n'y a aucun solvant organique, il n'y a aucun produit chimique, que des choses extraites de la pomme. Et ensuite, après oxydation, on récupère le colorant jaune sur ce qu'on appelle des résines alimentaires, c'est-à-dire c'est des résines de polysaccharides en fait, qui fixent les polyphénols et qui permettent comme ça de purifier une molécule que l'on aura formée avec ce système. Et à la fin, on va obtenir on va obtenir une fraction que l'on va lyophiliser et on va obtenir une poudre de polyphénol coloré, une poudre de colorant. Voilà. Et là, je voulais vous montrer un petit peu, très rapidement aussi, un petit film sur le pouvoir colorant. Alors, j'imagine que ça va être le même souci, non? Donc, je ne sais pas trop. Là, je vais avoir besoin de... Je ne sais pas comment si je fais ça, comment il a fait? C'est étendre, hein, c'est ça, non? Non, il part pas.
donc je vous montre un peu là le travail qu'on a fait pour montrer le pouvoir un petit peu du colorant. Donc ça c'est quelque chose que j'ai fait il y a... Oui, pardon. Voilà, ça c'est simplement vous montrer un petit peu le pouvoir du colorant. Donc voilà, donc j'avais le colorant sous forme de poudre, voilà, dans un petit flacon. Vous avez vu, il y a un citron là. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce citron? On parle de la pomme, il y a un citron. C'est bizarre. Voilà, donc le colorant, vous voyez, j'en mets vraiment un tout petit bout de spatule. Hein, vous voyez l'échelle, hein, c'est vraiment presque rien. On met ça on va mettre ça dans une bouteille d'eau, eau du robinet. Et donc on peut voir comme ça un peu le pouvoir du colorant. Voilà, après si je remue, hop, c'est puissant. Hein. Et c'est que du naturel, hein, c'est que de la pomme. Voilà. Donc, et donc on tombe tout de suite sur la couleur du cidre un peu, hein, ou d'un jus de pomme corsé un peu, voilà. Et alors le citron, pourquoi le citron? Parce que le citron, ça va faire quoi? Ça va acidifier un petit peu l'eau. Là, c'était de l'eau du robinet. On va mettre un petit peu de jus de citron. Et c'est pour vous montrer que le fait d'acidifier un petit peu va modifier un peu la teinte. Alors là, on le voit un petit peu, mais c'est que le début. J'ai mis quelques gouttes de citron. On voit que ça la modifie un peu, mais pas suffisamment. Je rajoute un peu de jus de citron une deuxième fois. Et là, ça devrait être un petit peu plus visible. Et on voit que là, on va aller vers une couleur plutôt jaune. Voilà, donc selon la quantité de jus de citron que l'on va rajouter, c'est-à-dire en jouant sur l'acidité un petit peu de la boisson, on va modifier l'expression de la couleur. Donc ça peut être un avantage. Vous allez me dire que ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir comme ça, avec un même molécule, former plusieurs couleurs. Mais c'est aussi un inconvénient parce que ça veut dire qu'on est tributaire un peu de la matrice de notre produit. Ça veut dire que pour avoir une couleur orange dans un produit très acide, ça va être un petit peu compliqué avec ça, quoi. Voilà. Ouais, donc je fais échappe, j'imagine. Hop, hop, hop. Voilà, on ferme ça et on revient. Voilà. Donc on a appliqué un petit peu ce colorant dans différentes matrices. Voilà, des jellies que nos amis anglais aiment bien. Nous, on est un peu moins friands, mais bon. Pour colorer du riz, vous savez que le riz est souvent coloré avec de la tartrazine. Le riz pour la paella. Donc là, on a une possibilité de le colorer avec ça, ou des produits laitiers. Hein. Voilà. Donc voilà pour la couleur. Je vous ai beaucoup parlé de couleur. Maintenant, je vais vous parler des saveurs, parce que ces fameux polyphénols, ils jouent un rôle important également dans le goût, et notamment sur deux critères de goût qui sont essentiels à la qualité des boissons, qui sont l'amertume et l'astringence. Là, j'ai donné c'est une photo du Salon de l'Agriculture 2016. J'y reviendrai parce qu'en fait, on est allé au Salon de l'Agriculture pour présenter un petit peu des jus de pommes un peu riches en polyphénol comme ça, et on les a fait déguster pour savoir un petit peu comment les gens pouvaient apprécier ces nouveaux jus de pommes, beaucoup plus riches en polyphénol, et donc peut-être avec éventuellement ces inconvénients, des inconvénients lorsque l'amertume ou l'astringence est un peu trop marquée. Alors déjà, est-ce que parmi vous, je sais que est-ce que vous faites bien la différence entre ces deux perceptions gustatives que sont l'amertume et l'astringence? C'est pas forcément... Alors l'astringence, peut-être que vous connaissez peut-être un autre terme qui serait l'âpreté. L'âpreté. Voilà. Vous avez l'amertume et l'âpreté. Alors je vais essayer de vous, quand même, pour que tout le monde identifie bien ces deux points-là. Donc c'est deux choses vraiment différentes, hein, l'amertume et l'astringence. Voilà, l'amertume, ça vous parle un peu, ça, les endives, le pamplemousse, où je pense surtout au pamplemousse d'il y a 20 ans, où on n'avait pas encore ce programme de sélection de pamplemousse qui nous font maintenant des pamplemousses où il y a beaucoup moins d'amertume. Mais si vous vous rappelez, il y a une vingtaine d'années, les pamplemousses étaient vraiment amers. Les endives restent encore un peu amères, sauf les endives du jardin qui sont quand même bien meilleures en général, mais les endives souvent que l'on trouve présentent beaucoup d'amertume. Et l'amertume, c'est une vraie saveur, c'est-à-dire quelque chose qui correspond à une saveur parmi les 6 saveurs que l'on connaît, notamment l'acide, le sucré, le salé. Donc l'amertume, c'est
c'est le résultat d'une interaction entre des vrais récepteurs situés dans la langue, alors plutôt dans l'arrière de la langue, et c'est des récepteurs neuronaux donc, qui communiquent avec le cerveau et qui fait que le cerveau interprète ça comme une perception une vraie saveur. Donc c'est une interaction directe entre un récepteur de la langue et une molécule. L'astringence, c'est différent, l'astringence ou l'âpreté, c'est différent. Vous connaissez les fameuses prunelles, le prunelier. Donc si vous avez goûté les prunelles, bon là en ce moment il faudrait un petit coup de froid pour les rendre un peu plus comestibles, mais si vous les goûtez actuellement, c'est vraiment très 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 astringent. Et de même les châtaignes, les premières châtaignes qui tombent, si la peau n'a pas été bien enlevée, vous sentez tout de suite l'astringence. Hein. C'est aussi quelque chose que vous allez sur un vin jeune et riche en tanins, et bien vous allez tout de suite sentir cette sensation d'assèchement de la bouche qui est l'astringence. L'astringence, c'est pas un goût, c'est pas une saveur, c'est une perception tactile, physique en fait. C'est le résultat de l'assèchement de la bouche, et cet assèchement de la bouche, en fait, il est dû à l'insolubilisation des protéines de la salive par une molécule, et en l'occurrence par des tanins, par exemple, hein, par des polyphénols, et en particulier des tanins. Donc vous allez insolubiliser les protéines salivaires, et du coup vous perdez la lubrification dans la cavité buccale, et c'est ça qui va causer la sensation d'astringence. Voilà. Alors les tanins sont complètement responsables de l'astringence, et les tanins, je vous ai montré au tout début, il y en a pas mal dans les pommes et dans les cidres. C'est même la catégorie majeure en termes de concentration. Hein. Si vous vous rappelez mes petits histogrammes au début, quel que soit, même dans les variétés de table, c'est quand même les tanins qui dominent. Alors les tanins, ils sont différents selon les variétés en concentration. Il y a des variétés riches en tanins, beaucoup de tanins et peu de tanins, mais il y a aussi une grosse différence sur ces tanins. Il y a des petits tanins et des gros tanins. Et ça, c'est-à-dire la taille des molécules de tanins est aussi différente selon les variétés. Et ça va avoir une importance capitale sur les saveurs que l'on va, enfin sur la perception de l'astringence ou de l'âpreté. Donc par exemple, là vous avez une variété qui s'appelle Avrol, qui contient des tanins très gros. En fait, ça c'est pour représenter un tanin, une grosse taille de molécules, un peu comme une protéine. Les protéines sont des grosses molécules aussi. Eh bien, vous pouvez avoir des tanins très gros. Et puis, dans d'autres variétés, comme par exemple Marie Ménard, vous allez avoir de fortes concentrations de tanins, mais c'est des petites molécules, des petits tanins. Voilà. En fait, la taille, selon la grande diversité variétale dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle peut varier d'un facteur 50 selon les variétés. Donc voilà, ici on va avoir un tanin on va lui donner un indice 2, et là on va avoir quasiment un indice 100. Quoi. Voilà. Et la variété Guivic, par exemple, la variété Guivic qui est de la région de Vannes, là, c'est une variété assez particulière qui contient des tanins, des gros tanins comme ça. Et pourtant, elle n'est pas astringente. C'est-à-dire le cidre Guivic, il n'est pas astringent. Vous allez me dire, c'est bizarre, vous me dites que les gros tanins... non, je ne l'ai pas encore dit, c'est vrai. Je ne l'ai pas encore dit, c'est après. C'est après. Là, j'ai un peu devancé mes propos. Là. Voilà, donc en fait, on va y revenir sur la variété Guivic. Alors, comment est-ce qu'on étudie l'astringence? Comment est-ce qu'on étudie les saveurs? On fait appel à des jurys d'analyse sensorielle. En particulier, voilà, des jurys de dégustation qui sont entraînés et qui vont déguster des produits. Alors ma photo, elle est pas très... Ouais. Là, ça se fait souvent en lumière rouge pour éviter que l'on voit les couleurs des produits. Et donc, on fait des dégustations. Bon, ça, vous connaissez, vous imaginez qu'on peut faire des dégustations. Seulement, pour faire ces dégustations, on a besoin de beaucoup de produits, parce qu'il faut un minimum de produits dans les verres, il faut beaucoup de verres, beaucoup de dégustateurs pour que statistiquement l'analyse sensorielle soit valide. Du coup, lorsqu'on travaille avec des molécules qui ne représentent que 0,3% d'un fruit, et qu'il faut purifier ces molécules pour les étudier, pour les mettre dans des verres en solution et pour pouvoir les étudier, c'est compliqué. C'est-à-dire que là, il faut faire un gros travail de purification avec ces jurys d'analyse sensorielle. Mais malgré tout, on l'a fait, nous, au laboratoire, sur certains tanins, et on a été capable comme ça de purifier des tanins de différentes tailles. Alors là, en bas, là, plus vous allez vers la droite, et plus vous avez des tanins de grosse taille, on augmente la taille des tanins, et après, en vertical, vous avez la perception de la sensation, voilà, l'intensité de la perception.
sachant qu'il y a deux perceptions qui ont été étudiées, l'amertume et l'astringence. Et là, ce qu'on a remarqué, c'est un travail qui a été fait en collaboration avec nos collègues de l'ESA d'Angers, de l'École supérieure d'agriculture d'Angers, qui nous a permis de montrer la relation que peut avoir entre l'amertume, l'astringence et la taille des tanins. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'amertume, vous voyez qu'on passe par un maximum, c'est-à-dire les petits tanins ne sont pas très amers, et les tanins un peu plus gros sont très amers, mais par contre, lorsque le tanin devient trop gros, il perd son amertume. Alors que l'astringence, l'âpreté, elle augmente continuellement avec la taille des tanins. Voilà, c'est ce que je mets là. Alors, le problème, c'est quand on a... Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, le jury de dégustateurs, ça demande des quantités importantes de molécules qu'il faut purifier, qu'il faut à partir de la pomme. Donc, c'est un gros travail de purification en laboratoire et qu'on ne peut pas toujours faire. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour étudier l'astringence lorsque l'on veut travailler avec des plus petites quantités? Et donc là, on va, notamment au laboratoire. Eh bien, dans ce cas-là, on va faire des mélanges modèles, un peu comme je vous ai montré dans la première vidéo, là, où, dans des petites solutions, on va faire des petites quantités et on va mélanger des tanins avec des protéines que l'on va considérer comme modèles des protéines de notre salive, hein, qui sont responsables de l'amertume, de l'astringence. Voilà, on va faire ce genre de travail et du coup, je vais vous passer le dernier petit film, mais j'ai toujours pas compris comment ça marche, donc ça va encore faire pareil, j'imagine. Eh ben non, ça marche du premier coup, là, c'est super. C'est super, bon. Alors, je m'arrête un peu avant pour vous expliquer. Alors là, pardon, on a trois choses. Alors, au départ, c'est les mêmes solutions, là, les deux jaunes. Ce sont des solutions de protéines. Celle-là, on va l'appeler témoin, et celle-là, on va voir, après, on va y rajouter des tanins. En effet, on a préparé une solution de tanins. Vous voyez qu'elle est un petit peu colorée, mais normalement, les tanins, s'ils sont très bien purifiés, ils ne sont pas colorés, hein. Donc là, ça veut dire que le travail n'a peut-être pas été très bien fait au laboratoire, mais c'est bien des tanins. C'est parce que c'est compliqué quand même, les tanins à purifier, donc sans les oxyder, voilà, c'est-à-dire il faut pouvoir les purifier sans les oxyder. Normalement, on est incolore, mais on a une solution de tanins ici, que l'on a préparée au laboratoire, et là on a une solution de protéines, et là aussi une solution de protéines. C'est les deux mêmes solutions, et on a pris des protéines qui se rapprochent un peu de celles que l'on a dans notre salive, en fait, hein. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des tanins à la solution de protéines. Donc là, vous imaginez, c'est un peu comme si vous buvez un verre de cidre, vous rajoutez des tanins, du cidre, dans votre cavité buccale, qui est riche, qui contient des protéines. Voilà, donc on a mis un peu de tanin, et qu'est-ce qu'on voit déjà dès le premier ajout? On voit que ça trouble un petit peu, hein, vous voyez? Il y a un léger trouble, vous voyez, un léger... Alors je rajoute un peu plus de tanin. Alors au départ, on est totalement limpide, et là, on voit qu'on trouble. Et si j'en rajoute une troisième fois, on va troubler de plus en plus. Donc plus je vais rajouter de tanin, et plus je vais avoir un trouble qui apparaît. Je vais aller un peu plus vite, parce qu'on va carrément rajouter là, en versant. Et au final, voilà ce que ça donne. Vous voyez, si on zoome un peu sur le truc, on a quelque chose qui trouble totalement, et on a même des agrégats qui apparaissent. Je ne sais pas si vous les voyez, mais en gros, qu'est-ce qu'on a fait? On a précipité, on a insolubilisé les protéines par les tanins, et c'est ça qui a créé dans notre cavité buccale cette sensation d'assèchement, l'astringence. Voilà. Alors, normalement, nous, au laboratoire, derrière, on fait des choses beaucoup plus fines, c'est-à-dire que derrière, on va mesurer le trouble, on va mesurer l'intensité du trouble. On a des détecteurs spécifiques pour ça. Par exemple, on a de la diffusion de lumière, on utilise de la turbidimétrie qui va permettre de mesurer le trouble. Et ça, on va pouvoir comme ça
changer la taille du tanin, changer l'acidité du milieu, et on va voir si en fonction de tous ces paramètres-là, on va avoir le même trouble, les mêmes particules qui se forment, et on va en déduire on va interpréter ça comme une perception différente de l'astringence. Voilà. Ah, ça vous connaissez peut-être, non? One apple a day keeps the doctor away. Donc je pouvais quand même pas, c'est pas du tout ma spécialité, mais je pouvais pas vous parler de la pomme sans vous parler un peu de la nutrition. Évidemment, les polyphénols ont aussi un rôle important sur le côté nutritionnel. C'est bien pour le goût, c'est bien pour la couleur, et c'est des molécules qui sont essentielles aussi pour la nutrition. Alors, ce qu'on trouve dans la littérature, on va trouver vraiment beaucoup de choses sur les effets nutritionnels des tanins. Par contre, c'est très... Alors, moi-même, je n'ai pas les compétences pour juger, pour interpréter complètement la qualité de ces travaux. Il y a des très bons travaux, il y a des travaux moins bons. Moi, ce que je retiens de ce que je lis, c'est qu'en effet, on montre très bien que les polyphénols sont de très bons antioxydants. On peut mesurer leur effet anti-inflammatoire sur des cellules aussi, sur des cultures cellulaires. Il y a des effets antidiabétiques, ça peut inhiber le transport du glucose. Mais enfin, en tout cas, ça des effets... voilà. Par contre, tout ça, c'est beaucoup d'études in vitro ou épidémiologiques, c'est-à-dire on corrèle, on fait des statistiques pour faire des corrélations entre des gens qui vont manger beaucoup de pommes, par exemple, riches en polyphénol, ou beaucoup de fruits, et ensuite en déduire que ces gens-là ont moins de maladies cardiovasculaires. Mais c'est compliqué d'attribuer ça uniquement à une famille de composés particuliers. Donc ces études émiologiques, ça ne suffit pas. Et ce qui manque beaucoup, c'est des études d'intervention où on va faire à une cohorte de personnes, leur faire déguster vraiment un produit plus riche en polyphénol, comparer le même produit moins riche en polyphénol. Et ça c'est compliqué parce que, comme je vous ai dit, c'est un peu la même chose que pour les analyses sensorielles, c'est qu'on a besoin de beaucoup de molécules pour faire ça, on a besoin de beaucoup de produits, donc c'est un travail très très lourd de purification. Parce que ce qu'on va voir souvent dans la littérature, c'est des gens qui ont comparé un extrait de vin, la consommation, voilà, des effets santé sur une partie de gens qui ont consommé un extrait riche en polyphénol de vin par rapport à ceux qui n'en ont pas consommé. Sauf que cet extrait de polyphénol de vin, par exemple, c'est un mélange de polyphénol. C'est comme je vous ai dit, ça peut être la même chose pour la pomme ou pour le cidre. C'est un mélange avec chacune des catégories qui ont des propriétés différentes. Donc c'est très difficile après de comprendre ce qui se passe et d'attribuer véritablement un effet à telle ou telle catégorie de molécules. Voilà. Donc, par contre, ce qui est clair, c'est qu'a priori, ça contribue. C'est des molécules qui, dans la ration de fruits et légumes que l'on consomme, c'est des molécules qui ont très, très vraisemblablement un effet santé important, et que donc nos pommes à cidre riches en polyphénol peuvent être une source très intéressante pour faire des nouveaux produits, des produits un peu innovants, plus riches en ces composés, en ces phytonutriments, pour notre bien-être et notre santé. Et justement, je vais terminer là-dessus, je termine là-dessus. On s'est dit, pourquoi on ne ferait pas des jus de pommes avec des pommes à cidre, même si les pommes sont amères ou astringentes, âpres? Est-ce que finalement, on ne serait pas capable de faire des bons jus de pommes? Parce que l'idée reçue, c'est de dire non, les pommes à cidre, c'est pas consommable. Les pommes à cidre, on ne peut pas en faire du jus de pomme. On peut en faire du cidre, mais on n'en fait pas du jus de pomme. Nous, on a quand même tenté le coup, et on a fait un plan d'expérience, un plan de mélange de jus issu de 3 variétés différentes. La variété petit jaune, qui est plutôt une variété acidulée, pas très riche en polyphénol, mais finalement qui est quand même, vous l'avez vu, si vous vous rappelez ma diapositive où j'ai comparé les variétés, la pomme petit jaune, elle était quand même 2 fois plus riche en polyphénol que les pommes golden ou les pommes gala. Voilà. Mais pour une pomme à cidre, c'est une pomme acidulée, pas très riche en polyphénol. La pomme douce moine, qui est une pomme plutôt, comme son nom l'indique, une pomme douce, et qui contient
Elle est surtout sucrée, mais elle contient aussi pas mal de polyphénol, mais à peu près 2 fois plus que petit jaune. Mais en tout cas beaucoup moins que la 3e pomme, qui est la pomme Marie Ménard, qui elle est une pomme très très amère. Elle contient carrément 10 fois plus de polyphénol que la pomme golden, hein, à peu près, la pomme Marie Ménard. Et on a fait un plan de mélange. Donc par exemple, vous voyez, celui du milieu, c'est 1/3 de jus de petit jaune, 1/3 de jus de pomme douce et 1/3 de jus de pomme amère. Voilà, ça c'est le jus numéro 7. Le jus numéro 6, lui, c'est moitié de pomme acidulée, moitié de pomme amère. Et puis voilà, donc on a fait des jus aussi où il y avait les 2/3 de pommes douces et puis un quart et un quart de... Voilà, enfin, je me trompe dans mes proportions là. Mais enfin bon, vous les avez là, les proportions. Je vais vous faire le sketch des 4/3, mais bon, voilà, donc non, c'est pas... Et résultat de la dégustation, alors on a fait déguster ça à différents événements, notamment le Salon de l'Agriculture. Là, on l'a même fait déguster à c'était le président de l'INRA qui était venu déguster nos jus de pommes. Donc vous allez me dire, bon oui, il travaille à l'INRA, le président est là. Mais bon, l'INRA, c'est quand même 8000 personnes, c'est réparti sur toute la France, et on ne rencontre pas tous les jours son président. Donc voilà, il était venu déguster nos jus de pommes. Il a noté, il a participé à l'analyse. Et on a eu comme ça plus de 300 dégustations, soit sur les salons de l'agriculture, également des journées portes ouvertes ou des journées de la science aussi, où on a fait ça. Malheureusement, là, je ne suis pas venu aujourd'hui avec les jus de pommes. Hein. Et le résultat de tout ça, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, vous avez la note sur 10 qui apparaît ici au centre des ronds bleus. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que globalement, les notes sont plutôt bonnes, en tout cas elles sont au-dessus de la moyenne, sauf quand même pour celui qui est fait le jus qui est fait que avec des variétés amères. Alors là, il est en dessous de la moyenne, mais c'est vrai que là, Marie Ménard, c'est quand même, faut y aller, c'est quand même très très amer. Mais par contre, vous voyez, un jus par exemple qui est moitié Marie Ménard et moitié pomme acidulée, il est parmi ceux qui sont les mieux appréciés par les consommateurs. On s'aperçoit aussi que par exemple les personnes seniors un peu préfèrent les pommes, justement les jus qui sont plus riches en amertume, comme ça, parce qu'on peut faire des statistiques. Là, c'est tout sexe confondu et tout âge confondu, mais si on creuse un peu, on peut trouver comme ça des préférences selon les populations, selon les classes d'âge ou le sexe aussi. Mais globalement, on a quand même quelque chose de très positif sur ces jus de pommes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire et ces jus de pommes-là, c'est des jus de pommes qui contiennent 5 à 6 fois plus de phytonutriments, de polyphénol, que les jus de pommes classiques que vous allez trouver dans les supermarchés, et même beaucoup plus que les jus de pommes artisanaux, parce que les jus de pommes artisanaux sont souvent faits avec des pommes de table qui ont été sélectionnées, comme je vous le disais au début, même involontairement pour avoir peu de polyphénol. Donc les jus d'une pomme Elstar ou d'une pomme Gala sont des jus de pommes qui sont quand même plutôt pauvres en polyphénol. Et ne parlons pas des jus de pommes industriels, là où en plus de partir de variétés de pommes de table, on fait des traitements un peu, justement, des traitements à la gélatine pour éliminer les polyphénols, pour éviter d'avoir des problèmes de troubles et tout ça dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que je vous ai montré le trouble là, qui apparaissait pour expliquer l'astringence. Ce trouble qui apparaît aussi, il peut expliquer par exemple l'instabilité colloïdale que vous avez dans les boissons à base de pommes, c'est-à-dire un trouble qui apparaît dans le jus de pomme lorsqu'il se conserve. C'est un peu la même chose, c'est un peu une interaction entre les polyphénols du jus de pomme et les protéines qu'il peut y avoir dans le jus de pomme. Parce que dans le jus de pomme, il y a aussi un peu de protéines. Et donc, ce qui se passe pour le trouble d'un jus de pomme, lorsqu'un jus de pomme, moi je vous parle d'un jus de pomme clair, un jus de pomme clarifié, limpide, qui avec le temps va troubler dans la bouteille. Et en fait, c'est rien d'autre qu'une oxydation un petit peu des polyphénols dans la bouteille. Cette fois, c'est pas au moment de la... Et cette oxydation va former des nouveaux composés polyphénoliques qui vont interagir avec les protéines qu'il y a dans le jus de pomme et donner un trouble. Voilà, donc on a mais à la limite, c'est pas très gênant, c'est juste un trouble dans le jus de pomme. C'est vrai qu'au niveau visuel, c'est moins joli. Voilà.
Donc, 6 fois, voilà, fois plus de polyphénol. Eh ben, écoutez, j'en ai fini, moi. J'étais un petit peu long, peut-être. Hein, non, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, si vous avez des questions, j'en serais très ravi. Et j'espère que ça vous a plu déjà. Voilà, merci. Merci. Bonsoir, je voulais savoir si la pasteurisation pouvait avoir une influence sur la perception des polyphénols. Alors, la pasteurisation, c'est un chauffage donc rapide, hein, quelques minutes à 70-80 degrés. Alors nous, on n'a pas étudié ça, mais moi je sais que sur les polyphénols sont assez stables thermiquement en fait. Donc un chauffage comme ça, pas très long, n'a pas vraiment d'impact important. Par contre, sur un jus de pomme, ce qu'on a constaté, c'est que ça peut avoir un impact parce que indirectement, ce qui se passe, c'est que la pasteurisation sur un jus de pomme, ça va modifier un peu les protéines. Donc les protéines vont changer un petit peu. Elles sont plus sensibles à ce traitement thermique et du coup, elles vont devenir beaucoup plus aptes à former justement ces agrégats avec les polyphénols. Donc souvent, c'est arrivé qu'après des pasteurisations, on voit apparaître des troubles qui correspondent en fait à cette interaction entre les polyphénols et les protéines. Mais le polyphénol lui-même n'est pas très affecté. Par pasteurisation, elle a d'autres inconvénients, c'est des goûts de cuit, compoté, donc ce qui fait que un jus de pomme, souvent, surtout lorsque c'est un jus de pomme trouble, hein, les jus de pomme bruts troubles, ce qu'on appelle les jus de pomme troubles, qui n'ont pas été clarifiés, souvent on a des goûts de compote un peu trop marqués, et, enfin moi j'aime pas trop, mais bon, voilà. Mais a priori non, sur les polyphénols, pas trop. Bonsoir monsieur. Quand vous faites vos fermenteurs différents, est-ce que vous ensemencez ou bien vous faites du sauvage? Alors, dans la réalité, c'est vrai que vous avez raison. Nous, pour contrôler, par exemple, si on veut voir l'impact d'une variété, en effet, l'impact de la fermentation sur telle ou telle variété, évidemment, on est obligé d'ensemencer pour bien contrôler la fermentation. Donc là, on contrôle la quantité de levure qui est injectée de manière à ce que la fermentation se passe de la même façon pour tous les fermenteurs et qu'on n'ait pas un paramètre comme ça qui vienne perturber. Mais vous avez raison, dans la réalité, dans les ateliers, et même au niveau industriel, c'est-à-dire les gros producteurs de cidre, que sont le groupe Agrial, par exemple les cidres Loïc Raison, comme que vous connaissez, ou les cidres Val de Rance, là on est sur quand même des élaborateurs au niveau industriel, eh bien, ils ne rajoutent pas de levure hein, du tout. C'est la flore endogène qui est responsable de la fermentation. Et, contrairement au vin, c'est pour ça qu'on dit que finalement faire un cidre, c'est bien plus compliqué que faire du vin, parce que dans un vin, il ne se pose pas de questions, il rajoute des levures et ça fermente à sec. On va à sec, on consomme tout le sucre, donc le produit est stable. Pour un cidre, il y a toujours du sucre. Même un cidre sec contient toujours du sucre en fin de fermentation, et du coup c'est un produit qui est plus compliqué à stabiliser. Et ça nous ramène un peu à ces questions de pasteurisation. C'est pour ça que les gros producteurs sont souvent amenés à pasteuriser leur cidre pour éviter qu'il y ait vraiment une instabilité microbiologique comme ça dans les produits. Mais un bon artisan, quelqu'un qui arrive à bien maîtriser sa fermentation, notamment en appauvrissant le milieu en azote, parce qu'une levure, pour qu'elle se développe, il faut de l'azote. Donc si la levure a suffisamment travaillé pour consommer tout l'azote, eh bien on a un produit qui est stable et sans avoir besoin qu'il soit pasteurisé, quoi. Parce elle n'a plus rien à manger, la levure, donc elle ne va pas évoluer. Je ne sais pas si je réponds à peu près à votre question. L'azote est amené par quoi? Alors l'azote, il est déjà présent dans le jus de pomme. Hein. Je vous montrais...
Typiquement, je vous ai parlé de la polyphénol oxydase, l'enzyme. C'est une protéine, donc la protéine, c'est plein d'azote. Et dans le jus de pomme, dans le mou, vous avez déjà des acides aminés aussi libres. Vous avez de l'azote présent sous forme d'acides aminés libres, sous forme de protéines. C'est ça qui permet aux levures de se développer. Voilà. Une question concernant la recherche. Quelle est votre proportion entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée? Et subsidiairement, vous avez évoqué votre recherche sur les colorants et en particulier sur le colorant jaune au naturel. Est-ce que ce type de recherche est breveté? Oui, je vais commencer par la deuxième question. Oui, on avait déposé un brevet. On a déposé un brevet au moment de la mise au point de ce colorant. Donc c'était un brevet qui était au départ partagé entre l'INRA et une société qui était une filiale du groupe Elevir qui s'appelait Valdevir Bioactive, qui était une société justement qui avait pour vocation de valoriser tous les coproduits de la pomme, et notamment le marc de pomme, par exemple pour en extraire les pectines, et le marc de pomme pour en extraire les polyphénols. Donc ils avaient financé une partie du brevet, donc on était en copropriété entre l'INRA et Valdevir. Malheureusement, Valdevir n'a pas continué. Pour moi, c'était une entreprise qui était arrivée un peu trop tôt et qui, au moment où ça commençait à bien marcher, ces questions de, par exemple, des compléments nutritionnels à base de polyphénol et tout ça, eux, ils ont eu du mal financièrement à suivre. Donc, du coup, l'INRA a récupéré l'ensemble du brevet, mais aujourd'hui, c'est un brevet qui, finalement, est tombé dans le domaine public. Donc, ça fait 10 ans, plus de 10 ans ou 15 ans, et du coup, il est maintenant dans le domaine public, quoi. Et pour votre première question, entre recherche fondamentale et recherche appliquée, oui, quand on fait des travaux comme ça, où je vous ai montré dans des petits... on isole une molécule phénolique, on rajoute une enzyme particulière et on étudie un paramètre, là on est dans le domaine de la recherche fondamentale parce que on peut appliquer les mécanismes que l'on élucide en matière d'oxydation des polyphénols, c'est des mécanismes qu'on peut appliquer à d'autres cas de jus de fruits. À d'autres cas, par exemple, ça peut être intéressant pour comprendre ce qui se passe dans le vin blanc. Ça peut être intéressant pour comprendre ce qui se passe dans un jus de kiwi, parce que le mécanisme va être un peu le même, les molécules vont... Donc ça, c'est la partie fondamentale. Je dirais que, oui, à l'INRA, on est un organisme de recherche finalisé, donc c'est quand même la recherche plus finalisée qui va dominer, mais globalement, on est plutôt à 50-50 quand même à l'INRA entre les deux, sachant qu'au CNRS, ils vont être plus, eux, à 100% sur le fondamental ou à 90% sur le fondamental. Et nous, à l'INRA, on va être un peu plus sur l'appliqué, c'est-à-dire qu'on va aussi travailler avec... c'est un peu le cas de notre équipe, d'ailleurs. On a un contrat de partenariat avec l'Institut technique de production cidricole, vous connaissez peut-être, l'IFPC, Institut français des productions cidricoles, qui est l'Institut technique du cidre. Donc on a un partenariat de travail avec eux. Donc nous, on développe un peu des choses au laboratoire, des choses comme ça. Et après, eux, ils se chargent de valider ça à l'échelle pilote, savoir si, par exemple, l'acidité a un effet sur la couleur du cidre. Eh bien, ils vont pouvoir vérifier ça en testant plusieurs variétés, plus ou moins acides, etc. Donc là, eux, ils vont être plus dans la recherche appliquée, quoi. Et au niveau local, vous avez évoqué la pomme Guilvic. Oui. Est-ce que vous pouvez nous indiquer par rapport au label rouge, par exemple, qu'ils ont obtenu en l'an 2000, est-ce que c'est avant tout du marketing ou est-ce qu'il y a quand même, pour vous en tant qu'analyste, il y a une différenciation sur ce type de pomme et est-elle purement locale entre Colpo et Surzur au niveau géographique? Oui. Alors là, la fin de votre question, là, on rentre dans la géographie la géographie de précision. Moi, je n'aurais pas la réponse sur cette dernière. Par contre, sur cette dernière partie, quoique, moi, j'ai été impliqué justement dans les recherches. C'était, comme vous dites, il y a à peu près une quinzaine d'années, je crois, les recherches qui ont permis d'arriver à ce label rouge pour le cidre Guilvic. Alors pour moi, oui, il n'y a aucun doute. La pomme Guilvic est une pomme vraiment particulière. C'est vrai que à un moment, je l'ai dit qu'il fallait que j'y revienne. C'est une pomme qui, déjà, par sa constitution en polyphénol, n'a rien à voir avec la plupart des autres pommes. C'est-à-dire qu'elle contient des tanins très polymérisés, des gros tanins,
Elle contient très peu de catéchine, par exemple, donc ça veut dire très peu de catéchine, ça veut dire, ou même pas du tout de catéchine, ça veut dire qu'elle ne va pas du tout donner de couleur, quoi. Elle va beaucoup moins donner de couleur que les autres pommes, parce qu'elle n'a pas la catéchine. Vous avez vu, hein, dans ma petite vidéo, on mélange la catéchine avec l'acide chlorogénique, et c'est ça qui va donner la couleur du cidre. S'il n'y a pas de catéchine, déjà on a beaucoup moins de couleur. En plus, ces gros tanins qui sont présents dans Guivic, hein, spécifiquement dans Guivic, ou dans quelques autres pommes aussi, comme Avrol, mais rarement dans la plupart des pommes, ces tanins sont capables d'inhiber l'enzyme qui oxyde les polyphénols. Pourquoi? Parce qu'une enzyme, je vous ai dit, une enzyme, c'est une protéine. Donc les tanins, par définition, bloquent la protéine, forment un peu comme on l'a dit pour l'amertume, pour l'astringence ou pour les troubles. Et donc on va inhiber l'enzyme. Donc Guivic, c'est une variété qui donne vraiment un cidre clair, très peu astringent, parce que ces gros tanins, ils sont tellement gros que finalement, ils ne passent pas dans le jus. En fait, ils vont jouer un rôle, ils vont inhiber l'enzyme au moment du râpage, mais ils vont rester accrochés dans le marc. Donc, on ne va pas les retrouver dans le jus. Donc ça aussi, c'est une spécificité de Guivic. Et après, ça, c'est un domaine que je connais moins, mais au niveau aromatique, il n'y a pas photo. Guivic, c'est un cidre qui a des arômes floraux, fruités, qui sont vraiment spécifiques aussi de la variété Guivic. Et alors j'ai des collègues justement de l'Institut technique qui travaillent là-dessus pour essayer de comprendre un peu l'arôme du cidre Guivic. Alors là, c'est des questions c'est pas des polyphénols, c'est des molécules soufrées, ce qu'on appelle des soufrés volatiles qui sont modifiés par les levures et qui vont donner des arômes floraux comme ça. Mais oui, il y a une vraie spécificité. Là, j'ai pas de doute là-dessus. Hein. Entre colpo et Surzur. Alors, juste un petit mot quand même, c'est qu'à l'époque, quand on a travaillé là-dessus, on nous a parlé de clones, qu'il y avait plusieurs clones de Guivic. Alors des clones, c'est assez étonnant parce qu'un clone, normalement, ça devrait donner la même chose, quoi. Au point de vue génétique, un clone, c'est le même matériel génétique. Donc c'était improprement appelé des clones. Je pense qu'il y avait un verger conservatoire de Guivic, je ne sais plus où est-ce qu'il était, à Surzur. Enfin, il y avait un verger et de plusieurs clones de Guivic, entre guillemets. Alors, ce n'était pas des clones, pour moi, c'était des pépins de Guivic qui avaient été ressemés, donc c'était des variétés différentes. Mais malgré tout, tous ces clones, enfin toutes ces variétés-là, c'était quand même du Guivic parce que justement, ils avaient tous un peu cette propriété d'avoir peu de tanins, enfin d'avoir des gros tanins et de ne pas avoir de catéchine. Mais après, il y en avait qui avaient quand même, enfin, qui avaient plus ou moins de tanins et plus ou moins gros, et donc on a sélectionné certains clones aux variétés hein, qui allaient plus dans le sens de ces produits très peu colorés, couleur champagne. Hein, c'est un peu l'objectif de Guivic, c'est de faire un cidre très clair, pétillant et un peu couleur du champagne. Et voilà quoi. Au revoir. Bonsoir. Dans l'industrie, on a souvent besoin de reproductibilité ou de constance des produits qu'on fabrique et qu'on met sur le marché. Comment mesure-t-on les notions d'amertume, d'astringence, d'âpreté, les saveurs en général? Vous avez présenté l'existence de jurys, on ne peut pas les mettre à contribution 24 heures sur 24. Donc, y a-t-il des unités de mesure? Quelles sont-elles et quels sont les outils qui permettent de s'assurer de la constance des produits? Alors c'est vrai que dans le domaine cidricole, même encore aujourd'hui, les producteurs ont du mal un peu à assurer la stabilité des produits d'une année sur l'autre. Ça, je suis d'accord avec vous. Il y a des vrais besoins par rapport à ça. Pourquoi? Parce que la pomme, même une même variété hein, d'une année sur l'autre, sa teneur, par exemple, en polyphénol peut varier en fonction de la météo, en fonction du... Vous savez, les polyphénols, par exemple, c'est des molécules de stress. C'est-à-dire que si l'arbre a subi un stress, par exemple une attaque par une maladie, la tavelure, par exemple, les pommes sont tavelées. Pour faire du cidre, c'est pas grave que les pommes soient tavelées, on s'en fiche.
Par contre, ça déclenche des synthèses de polyphénols et du coup, on va avoir les polyphénols sont des molécules de défense aussi des maladies. On va avoir par exemple des pommes très riches en polyphénols, une année un peu moins riche de l'autre. Donc, ce serait en effet intéressant d'avoir des outils dès le départ dans le mou pour dire là, j'ai plus de polyphénols et moins de polyphénols. Alors, il y a des outils, mais c'est des outils qui mesurent les polyphénols totaux. Comme je vous l'ai expliqué, ça ne suffit pas parce que si on peut avoir des polyphénols totaux, mais si c'est que des tannins, ça ne va pas être la même chose que si c'est que des acides chlorogéniques. Donc, en effet, et tout ça, ça va donner la même teneur en polyphénols totaux par des tests chimiques. Il y a un test qui est un test que les conseillers cidricoles le font parfois pour les artisans, c'est-à-dire récupérer des mous dans des cuves ou à la sortie du pressoir ou dans des cuves avant que ça démarre dans le démarrage de fermentation ou même après fermentation et faire un test chimique qui s'appelle un test colorimétrique. On révèle une couleur en fait qui va être témoin de la teneur en polyphénol. Voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce qu'on peut faire. Pour aller plus finement dans l'analyse, là, c'est des choses qu'on fait au laboratoire. On a des techniques qui séparent les polyphénols, qui les quantifient. Mais ça, c'est inaccessible même pour les industriels. Ils ne le font pas non plus. Il y a des outils qui se développent. Là, encore pas moins que la semaine dernière, on était en discussion avec des gens d'Avignon qui travaillent. Ils ont développé un système sur le vin, qui marche bien sur le vin, qui est un système d'électrochimie. C'est-à-dire, je vous ai dit que les polyphénols, c'est des molécules antioxydantes. Sont antioxydants, ça veut dire qu'on les oxyde facilement. C'est d'ailleurs pour ça que ça donne de la couleur. Donc l'électrochimie, c'est des électrodes qui oxydent les polyphénols artificiellement. Et donc on peut mettre au point un petit appareil de mesure comme ça, basé sur l'électrochimie, pour mesurer là aussi la teneur en polyphénol, parce que c'est les molécules les plus oxydables qu'il y a dans un jus de pomme ou dans un vin. Et en fonction du signal d'électrochimie, on peut faire certaines différences entre les acides chlorogéniques et les tannins. Et donc ça, c'est peut-être des outils qui pourraient être développés. Ils nous ont dit que l'appareil, ça coûtait quand même, je crois, autour de 4 000 € l'appareil. Après, c'est des petites électrodes qui sont jetables. Chaque électrode coûte 3 €. Voilà, c'est des choses qui pourraient... C'est pas hors de prix, hein, c'est possible. C'est peut-être des outils qui, à l'avenir, les cidriers, enfin en tout cas les conseillers cidricoles qui existent dans les régions, hein, qui dépendent des chambres d'agriculture, les conseillers cidricoles peuvent peut-être à l'avenir utiliser ce type d'outils pour aller dans les ateliers et aider un petit peu comme ça les fabricants à mesurer ces teneurs en polyphénol. Mais ça reste un peu compliqué quand même. Ah oui. Oui, il y a des assemblages. Hein. Le cidre, c'est vraiment une question d'assemblage. Là aussi, pour avoir une certaine stabilité d'une année sur l'autre, les producteurs aussi ont des cuves. Par exemple, ils sont capables quand même de trier leurs pommes en catégorie de saveur et de faire notamment des cuvées qui sont plus acidulées, par exemple faites avec une seule variété, avec la variété Avrol, pour venir corriger l'acidité ensuite de leurs produits et du coup avoir un produit quand même qui soit répétable d'une année sur l'autre. C'est quand même ça des choses qui sont faites en cidrerie. Hein. Oui. Oui, bonsoir. Pourquoi des cidres avec sulfite rajouté utile, néfaste? Oui, c'est vrai. Alors, c'est ce qui se passe. Il y a la même chose pour le vin, hein, c'est vrai. Pourquoi mettre du sulfite dans le vin? Alors, la raison principale, c'était quand même pour stabiliser de façon microbiologique les levures. Ah, j'en ai parlé tout à l'heure. Évidemment, quand on ne veut pas prendre de risques, on va rajouter un petit peu de sulfite ou un mélange. C'est souvent un mélange de sulfite et d'acide ascorbique, hein, qui n'est pas autre chose que de la vitamine C. Finalement, on mélange les deux et pour éviter que les levures, pour les produits qui sont non pasteurisés en tout cas, que les levures se développent pendant la conservation. Donc c'est un rôle microbiologique au départ, mais comme je vous disais, certains élaborateurs qui sont capables de vraiment maîtriser leur fermentation pour s'assurer que
de toute façon, la levure, elle n'aura rien à bouffer, donc elle ne va pas se développer. Il y a certainement des solutions pour faire des cidres sans sulfite. D'ailleurs, ça existe. Hein. Il y a des cidres sans sulfite qui sont stables quand même. Hein. Faut pas se louper, quoi. Voilà. Après, c'est des questions de. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un industriel, lui, il va pas se poser de questions. Il va mettre des sulfites. Il va enlever les polyphénols en faisant des collages pour éviter qu'il y ait des troubles. Pourquoi ? Parce qu'il a des contraintes énormes par rapport s'il y a plusieurs milliers d'hectolitres qui se mettent à troubler chez Carrefour et qu'on lui renvoie le truc. Il ne sait pas quoi en faire et il est bien embêté. Donc il a ces contraintes-là. Par contre, c'est vrai qu'un artisan, puis après il y a de la communication, il peut communiquer. C'est pas grave, un léger trouble dans la bouteille ne nuit pas à la qualité ou des choses comme ça. Mais oui, pour moi, il y a des solutions sans sulfite si on contrôle bien la microbiologie. Moi, je ne suis pas microbiologiste, j'ai des collègues microbiologistes qui travaillent là-dessus aussi pour essayer d'éviter ça. Ouais. Bon, je pense... Ah si, encore une... Oui, bonsoir. Vous nous avez parlé des pommes à cidre, là, mais les pommes de table, est-ce que vous pouvez nous en parler, notamment quand on fait de la compote? Que deviennent les polyphénols alors? Oui. On peut faire des très bonnes compotes avec les pommes à cidre aussi, mais oui, on fait souvent de la compote avec les pommes de table. En fait, lorsqu'on fait de la compote, ce qui se passe, c'est qu'il y a un traitement thermique, évidemment. Donc, en tout cas, si vous faites de la compote à la cuisine, en général, vous épluchez votre pomme, vous la coupez en quartiers, vous mettez ça dans la casserole avec un petit peu d'eau, du sucre, un peu de sucre, et très vite, ça va chauffer. Donc, ça va chauffer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va bloquer cette fameuse activité, la polyphénol oxydase. Donc, une enzyme, si on chauffe, je vous disais, c'est une enzyme qui est thermosensible, donc elle va très vite s'arrêter, et du coup, on ne va pas avoir d'oxydation des polyphénols. Donc, souvent, les compotes qu'on fait comme ça dans la cuisine, elles sont plutôt claires, blanches et tout. Hein. Elles sont plutôt blanches, et les polyphénols n'ont quasiment pas été modifiés par rapport à leur présence dans le fruit frais. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que on a quand même, par contre, on a fait la déstructuration. Là, je vous ai montré la cellule de pomme avec les polyphénols qui sont dans la vacuole, hein, dans le petit sac où il y a le jus. Et puis tout autour de la cellule, il y a ce qu'on appelle la paroi végétale. Alors ça contient la pectine et la cellulose, un peu d'hémicellulose, un peu de cellulose et de pectine. Donc quand on fait la compote, on va déstructurer de la même façon que quand on fait un jus de pomme, sauf qu'on chauffe. Et là, on va avoir, en fait, ce qui se passe, c'est que les polyphénols, en particulier les tanins, ces tanins qui sont responsables, par exemple, de l'amertume ou de l'astringence, eh bien, ils vont s'absorber sur les pectines, ils vont s'absorber sur les hémicelluloses, et du coup, ils seront beaucoup moins accessibles au moment de la dégustation vis-à-vis de nos protéines salivaires. Ils auront plus d'affinité pour la pectine et l'hémicellulose que pour nos protéines salivaires. Donc, du coup, on ne va pas percevoir l'amertume ou l'astringence autant qu'on l'apercevrait si on croque, on mange directement la pomme comme ça, même si lorsqu'on mange une pomme, on mastique aussi, on broie, on fait un peu la même chose. Mais ce qu'on a remarqué, oui, c'est ça, c'est que les polyphénols, les tanins en particulier, ont plus d'affinité pour les polysaccharides que pour les protéines salivaires. Et du coup, en tout cas dans certains cas, lorsqu'ils ne sont pas trop concentrés, on va pouvoir comme ça manger des polyphénols sans les inconvénients des polyphénols, dans une certaine limite. Hein. C'est pour ça qu'une pomme amère ou une pomme Marie Ménard et tout ça, là, il y a tellement de polyphénols qu'il y a quand même beaucoup... On va ressentir l'astringence. Voilà ce qui se passe un peu lorsqu'on fait une compote. Après, les molécules ne sont pas tellement dégradées, hein, ne sont pas dégradées par la cuisson. Hein. Il y a eu des travaux plus de l'INRA d'Avignon. On montre que les tanins, les catéchines et tout ça sont assez résistantes à la cuisson. Hein. Ouais. Donc gardent a priori leurs propriétés antioxydantes et nutritionnelles, hein, de ce côté-là, oui, je pense. Hein, mangeons de la compote, voilà. Mais idéalement de la compote avec un peu issue un peu de pomme à cidre aussi. Il faut essayer. Hein.
Ah, avec ou sans la peau, ça c'est la grande question. J'avais une, je l'ai pas là, mais j'avais une photo sur les pommes de table justement qui montrait bien la différence polyphénol entre avec ou sans la peau. Sur une pomme de table, une pomme gala par exemple qui pèse à peu près 120 grammes, si vous enlevez la peau, vous enlevez la moitié des polyphénols, vous perdez la moitié des polyphénols. Mais en même temps, vous enlevez aussi peut-être les pesticides qu'il y avait sur la peau. Si vous mangez bio, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais sinon, ce que je disais aux étudiants, je dis, voilà, vous avez une pomme, est-ce qu'on l'épluche, est-ce qu'on ne l'épluche pas, sachant que c'est une pomme qu'on a achetée chez Carrefour, ou, enfin Carrefour Auchan, j'ai pas de, enfin, je ne sais pas, ou Leclerc, mais bon, c'est vrai que la pomme est un des fruits, la pomme de table est un des fruits qui est encore les plus traités chez nous, c'est malheureux, mais c'est vrai. Donc, manger la pomme avec la peau, moi je ne le fais pas pour les pommes, à part des pommes bio. Pommes bio, aucun souci, au contraire, parce que dans la pomme bio, dans la peau, vous avez quand même une forte concentration en tanins. Vous avez certaines familles que vous n'avez pas ailleurs, les anthocyanes, les flavonols que j'ai présentés, là, c'est que dans la peau. Donc ça, c'est des molécules aussi qui ont des propriétés un peu particulières. On a tout intérêt à manger les pommes avec la peau, quand on peut. Ouais. Oui. Je voudrais savoir si le cidre est considéré comme un vin tannique qui se stabilise avec le temps. C'est vrai, c'est une très bonne question sur laquelle on a très peu de recul malheureusement. Mais pour moi, oui, je pense que... Alors, voilà, ça fait 25 ans que je travaille sur la pomme, le cidre et tout ça, donc j'ai eu l'occasion de goûter des produits, justement un cidre qui avait, je crois, plus de 10 ans de conservation en cave, et qui était excellent. Après, un autre, c'était infect. Donc, mais en effet, il y a des tanins, il y a tout ce qu'il faut dans le cidre. En tout cas, pour peu que ça ait été fait avec des pommes un peu riches en tanins, il y a tout ce qu'il faut pour que ça se garde, notamment des tanins. Oui, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, mais les pommes là, les plus amères, Marie Ménard, dans le Finistère, là, ils ont des variétés, Couérot Rue, Kermérien, voilà, des pommes qui contiennent le produit, le cidre fait avec ces pommes-là est aussi riche en tanins, en polyphénol qu'un vin rouge. Hein. Il y a autant de polyphénol que dans un vin rouge. Et pourtant, il n'y a pas les anthocyanes, il n'y a pas la couleur rouge, il y a toute une classe qui manque, mais il y a les tanins. Alors peut-être que dans le vin rouge, il y a aussi le fait qu'il y ait des anthocyanes, donc cette fameuse famille qu'il n'y a pas dans le cidre. Alors ça joue peut-être un rôle là aussi dans le vieillissement, dans le vin, et que ça ne jouerait pas dans le cidre. Mais moi, je pense que c'est surtout les tanins qui vont permettre le vieillissement. Donc normalement, il y a des possibilités de garder des cidres pour peu qu'ils soient riches en tanins. Oui. Ah, bah là, alors c'est vrai que c'est un produit que, bon, comme quoi il nous reste encore plein de choses à faire parce qu'on l'a très peu exploré. Mais théoriquement, dans le vinaigre de cidre, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas autant de polyphénol que dans le cidre. Hein, parce que la conversion du cidre en vinaigre de cidre, ce n'est jamais que de l'alcool qui est transformé en acide. Hein, c'est l'alcool du cidre qui est transformé, l'alcool éthylique, le même que celui du vin, qui est transformé en acide acétique. Donc c'est une oxydation de l'alcool. Mais bon, évidemment, c'est des choses qu'il faudrait qu'on explore un peu. On n'a pas travaillé sur les vinaigres de cidre. Mais les polyphénols, eux, a priori, ne sont pas affectés par cette réaction. C'est microbiologique. Hein, c'est des bactéries qui sont capables de transformer l'alcool en acide. Mais c'est des bactéries qui, a priori, ne touchent pas les polyphénols. Donc, normalement, il doit y avoir autant de polyphénols dans les vinaigres. Oui. Voilà. Merci à vous tous aussi de votre présence.